Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, on est parti pour le deuxième battle. Le premier, c'était Thor versus Black Panther. Ça va être le deuxième battle. The Amazing Spider-Man versus Deadpool. C'est sûr que sur la chaîne, j'ai quand même pas mal d'idées pour faire beaucoup de sujets, mais je continue quand même à faire les sujets que j'avais commencé. Dernière vidéo, pourquoi tel film est un bon film, pourquoi tel film est un mauvais film, et éventuellement aussi les battles. Parenthèse, j'aimerais remercier Saber Rassim encore une fois, ou Bill Carson, tout dépendant du pseudonyme que tu choisis, pour toutes les suggestions que tu donnes. Toutes ces suggestions, toutes ces idées sont notées et c'est sûr que je vais faire des vidéos sur ces sujets-là. Dernièrement, Jean-Marc CH qui a donné aussi une suggestion sur une idée de vidéo à propos de John Woo. Donc je vais traiter le sujet aussi prochainement. Donc voilà, je vous remercie tous les deux parce que c'est sûr que ça donne plein d'idées, plus les idées que j'ai. Donc la chaîne, elle est bourrée de sujets à traiter. Et voilà, donc il y a quand même les battles aussi que j'avais commencé et que je vais continuer. Donc, je te rappelle très rapidement c'est quoi un battle. Ça va être évidemment un film contre l'autre. Et on va regarder point par point c'est quoi les points forts des deux films. On va attribuer une note, ou en tout cas moi je vais attribuer, je dis on, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un monarque. Je ne veux pas parler de moi au on. Mais c'est ça, je suis tout seul devant la caméra. Donc c'est sûr que je vais attribuer des points par rapport à ce que j'estime au niveau de la technique. Et même, comme d'habitude, tu le sais un petit peu, mon opinion personnelle quand même, c'est sûr. C'est jamais totalement objectif, ce genre de vidéo là, c'est certain. Et puis on verra celui qui gagne le plus de points, celui des deux films qui gagne le plus de points. Celui qui gagne le plus de points passera au round numéro 2 et l'autre sera éliminé, on n'en parlera plus. Donc je te l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ça va traiter de 41 films, donc autant dire que c'est le round 2, mais il va en avoir bien plus que ça. Et voilà, donc peu importe. C'était juste pour le rappeler. Donc, les points traités, ça va être la réalisation photographie, qualité du scénario, mais qui comprend aussi le choix des acteurs et la pertinence du jeu des acteurs, mais en plus du script, du scénario, de la continuité narrative, costume, décor, et on finit avec intérêt général. Donc on va voir ça sur ces deux films. On voit ça tout de suite. Présentation des films maintenant. The Amazing Spider-Man est sorti en 2012. C'est un film de Mark Webb. Dedans, la note sur IMDb c'est 7.0. Donc si tu connais IMDb, c'est quand même très haut comme note. Voyons, les acteurs, je ne sais plus parler. Les acteurs dans ce film-là sont Andrew Garfield, Emma Stone, qu'on ne présente plus, Rhys Ifans, je ne sais pas si je dis bien son nom, Denis Leary. Bon, Denis Leary, c'est Denis Leary. Denis Leary, je dis ça parce qu'à un moment donné, il a commencé à faire ce qu'on appelle du crash talking. Là, il a mal parlé un petit peu de tous les gens de Hollywood. En tout cas, c'était un petit peu spécial ce qu'il faisait. Il essayait de faire du stand-up comique en parlant des autres acteurs. C'était un peu étonnant. Ça, c'était il y a peut-être un peu moins qu'une dizaine d'années. C'était un peu bizarre. Martin Sheen et Sally Field. Le budget du film, 230 millions, les recettes 757 millions, autant dire que ça a vraiment bien fonctionné. C'est un PG-13, moins de 13 ans pour ils avaient dit aux States, pour les scènes d'action et un petit peu de violence, mais en France et au Québec, ça a été ouvert à tout public. Qui est Mark Webb? Mark Webb, c'est un réalisateur à la base de vidéoclips, il vient pas mal de là, je pense qu'il continue à en faire pas mal aussi, des vidéoclips. C'est pas mal, les gars qui viennent des vidéoclips comme David Fincher, etc. Ils ont comme une vision peut-être un petit peu plus, comment je dirais, moderne, post-moderne au niveau de la cinématographie. Ils utilisent beaucoup d'effets visuels, beaucoup d'effets de caméra, beaucoup de montage. Donc ça donne des fois des choses intéressantes, mais pas tout le temps, mais des fois quand même. Comme film notable qu'il a fait, 500 Days of Summer, avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt, qui était sorti en 2009. Si tu n'as pas vu ce film-là, je t'invite à aller le voir juste pour le split screen. J'en parlais dans ma vidéo sur le split screen. Le montage est très intéressant dans ce film-là. Il y a une belle réalisation. C'est une histoire un petit peu d'amour, quand même, je dirais pas cliché, parce qu'elle est quand même traitée d'une certaine manière que j'avais appréciée. Mais le montage est vraiment, vraiment exceptionnel. Ça vaut la peine de le voir juste pour le montage
et la manière dont ça a été réalisé. Et Gifted en 2017 avec Chris Evans que j'ai pas vu et parce que c'est un drame puis je l'avais pas vu. Il est sorti en 2017, je sais pas si j'ai dit oui. Il y a des films comme ça qui ça passe quasi inaperçu. Je me suis rendu compte que ce film existait. Il va falloir que j'aille le voir, honnêtement, je vais sûrement le voir. 7.6 sur IMDb quand même, hein. Donc la note est haute. The Amazing Spider-Man 2, évidemment, qui est sorti en 2014. Très rapidement, The Amazing Spider-Man, pour finir aussi avec ça, une petite parenthèse, a été fait, donc c'est un reboot. Alors pourquoi j'ai traité de The Amazing Spider-Man et Deadpool, les deux films l'un contre l'autre? Parce que ce sont pour les deux une réintroduction de personnages. Je trouvais que le thème était intéressant. Les deux sont des sortes de reboots. The Amazing Spider-Man c'est un reboot, c'est évident. Et Deadpool, en fait, Ryan Reynolds reprend son personnage de Wade Wilson qui apparaissait dans Wolverine en 2009. Wolverine, les origines du personnage, et qui avait été, selon lui, selon moi et selon plein de monde aussi, très très mal traité dans le film. Hein. Il devenait Weapon X. Il y avait des espèces de grandes lames qui sortaient de ses poings, si tu te souviens bien. Donc il avait voulu reprendre Deadpool et il a mis presque une dizaine d'années, un petit peu moins, pour pouvoir traiter le sujet. The Amazing Spider-Man, l'histoire qu'il y a en arrière, donc réintroduction de personnages, comme je disais, reboot. The Amazing Spider-Man, évidemment, c'est un reboot. Petite histoire très très rapide parce que je vois que le temps tourne. À la base, il devait y avoir un Spider-Man 4 et en fait, ça devait être reparti pour une nouvelle trilogie avec Sam Raimi, Tobey Maguire et Kristen Dunst. Finalement, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. D'abord, le budget était astronomique. Les acteurs demandaient 30 millions par tête. Habituellement, tu as quand même un gros acteur ou deux qui demandent 30 millions, mais pas tout le monde, y compris le réalisateur Sam Raimi demandait 30 millions. Plus le budget du film, à part le cachet des acteurs, était déjà de 100 millions. Et là-dessus, et travailler sur un scénario et retravailler sur un scénario finalement qui ne plaisait pas à Sam Raimi, qui a fini par claquer la porte en disant que de toute façon Spider-Man 3 était pour lui un échec artistique total au vu que la maison de production avait décidé d'avoir de l'ingérence un petit peu dans le scénario et il était vraiment pas content de ce que le film avait donné. Sony a terminé le projet là. Et on dit ok, on vire tout le monde, on dégage tout ça, on fait table rase, on recommence et on fait un reboot. Donc c'est pour ça que The Amazing Spider-Man 2012 est un reboot à peine 10 ans après Spider-Man, le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, et quelque chose comme 5 ans après Spider-Man 3, encore avec Tobey Maguire. Donc ça explique pourquoi. Je viendrai peut-être plus en détail à savoir si c'était un bon reboot ou un mauvais reboot quand on va faire le détail de ce que je suis en train de parler, mais là je vois que ça tourne encore. Deadpool, présentation de Deadpool 2016. La note sur IMDb, on va en parler tout de suite, c'est 8.0, un petit peu plus haut que The Amazing Spider-Man, mais quand même, c'est quand même très haut. Un film de Tim Miller avec naturellement Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein. Le budget 58 millions, beaucoup plus bas que le 230 millions de The Amazing Spider-Man, et les recettes 783 millions, ça correspond à peu près, on n'est plus à quelques millions près là. 58 millions très rapidement, pourquoi? Parce que la maison de production à 20th Century Fox avait décidé dès le départ, elle avait dit dès le départ, nous on ne mettra pas beaucoup d'argent dans le film, donc on va limiter au maximum le budget. Ça a été jusqu'à un point que Hugh Jackman par exemple devait faire une apparition et ils ont vu que ça leur coûtait trop cher, même si Hugh Jackman demandait quasiment pas d'argent. Donc ne serait-ce que, oui en tout cas c'est ça, donc il apparaissait pas et tout plein de petits détails comme ça qui ne sont pas dans le film juste parce que à cause du budget. C'est quand même assez intense. Qui est Tim Miller? C'est très intéressant. Tim Miller, Deadpool, c'était son premier long métrage, première réalisation. Avant ça, il avait fait 2 courts métrages en 2002 et 2003. C'est pas quelqu'un qui était très, très connu. Il a créé, ceci étant dit, une compagnie qui s'appelait Blur Studio et qui participe à, comment je te dirais, la mise en scène de certaines séquences dans des films comme la première séquence de The Girl with the Dragon Tattoo qui était sortie en 2011 ou Thor The Dark World en 2013. Donc c'est lui qui va filmer les premières séquences qui sont des séquences très très visuelles. The Blur Studio a été créé expressément pour ça. C'est lui qui a supervisé tous les effets visuels de Scott Pilgrim versus The World, qui pour moi est un très très grand film, un classique, vraiment super bon film, qui est sorti en 2010. C'est aussi
Tim Miller, le producteur des effets visuels, si tu ne le savais pas, sur Star Wars The Old Republic, un jeu qui est sorti en ligne en 2011, un MMO, un jeu multiplayer. Je ne sais pas si tu joues aux jeux vidéo, mais quand même c'est à noter, il travaille pour BioWare aussi. Pour revenir sur le film a été rated R, donc restricted, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne peux pas aller voir le film si tu as moins de 18 ans, à moins d'être accompagné d'un adulte. Pour violence graphique, mauvais langage, scène de sexe explicite et nudité. C'est vrai que bon, Ryan Reynolds a mis beaucoup de temps à faire son film Deadpool parce qu'il s'est battu pour que le film sorte en rated R. C'est absolument ça qu'il voulait. Il ne voulait pas que le film soit un film tout public, contrairement à The Amazing Spider-Man, qui lui est sorti, comme je le disais tout à l'heure, tout public en France et au Québec notamment, mais il était, j'ai dit PG-13 aux US. Donc, pour Ryan Reynolds, ça avait vraiment de l'importance que ce soit un film plus pour ados, un film plus... il voulait conserver en fait le personnage tel qu'il était vu dans la BD. Et je pense que c'est réussi. Ryan Reynolds, évidemment, a participé au script, même si c'est pas lui qui l'a écrit. Il y a eu 2 scénaristes qui ont été attachés à ce script-là, mais il y a participé et il a beaucoup improvisé aussi pendant les scènes de dialogue dans le film. 2 réalisateurs devaient réaliser ce film-là, on leur a demandé. David S. Goyer, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, que j'aime beaucoup, qui réalise de temps en temps des films, et Robert Rodriguez. Les 2 ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils ont embarqué dans d'autres projets. Donc finalement, c'est Tim Miller qui a été le réalisateur de Deadpool. Tim Miller, entre parenthèses aussi, pour finir très très rapide avec lui, mais c'est quand même une info assez cool, c'est lui le réalisateur, j'en avais parlé dans un Ciné News, du nouveau Terminator, qui à l'heure actuelle d'ailleurs a un nom qui va s'appeler Dark Fate, et en arrière de quoi il y a James Cameron qui est le créateur et qui chapeaute toute l'idée, donc c'est réellement Terminator 3 après Terminator 2. Je termine là, voilà. Réalisation / photographie pour les 2 films. Donc réalisation, photographie. Ce qu'on peut voir dans les 2 films, ce que moi, il m'a paru peut-être très évident. Je peux peut-être donner un point à Deadpool, honnêtement, là-dessus. Parce que la réalisation en photographie dans les 2 films est quand même pas mal. Mais peut-être un petit hic que je donnerais au niveau de The Amazing Spider-Man, c'est toute la scène finale. Il y a une scène de combat entre Spider-Man et The Lizard, le méchant de ce film-là. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment à rallonge. Mais vraiment à rallonge. On aurait pu vraiment couper un gros bout de cette scène de combat-là. C'est pas nécessairement très utile d'en montrer comme ça à rallonge. Ouais, quoi, avant qu'il monte dans la tour et tout ça, là, il commence par se battre. C'est vraiment long. C'est vraiment, vraiment long. Donc la fin du film se tire un peu une balle dans le pied au film en tant que tel, je te dirais, à la base. Au niveau de la réalisation et de la photographie aussi, si je parlerais plus des effets spéciaux, encore une fois, dans The Amazing Spider-Man, je trouvais que le lézard était vraiment mal fait. J'ai vraiment pas aimé, on dirait quasiment un jeu vidéo, quoi. Non, j'ai vraiment pas aimé la manière dont le lézard a été conçu au niveau des effets spéciaux. Et dans Deadpool aussi, bien que le générique de début soit très original, puisque finalement, dans le générique, tu vois aucun nom cité, tu vois juste le douchebag, ou moi je la regarde en version originale, tous les films, ou le gars qui se prend pour Dieu, qui est acteur, etc. Toute cette scène-là qui commence, si tu as vu le film, tu le sais, ça commence par une scène d'action directement. J'ai trouvé aussi les effets spéciaux mal faits. Ceci étant dit, cette scène d'action perdure dans le film quand même pendant longtemps, puisque après ça on revient en flashback et on revient dans le présent, et elle est un petit peu mieux faite. Mais dans le générique, peut-être qu'il y a un effet qui a été voulu de montrer que c'était proche du comic book, que c'était ça l'idée, mais le rendu, quelque part, c'est un effet spécial qui est quand même très peu maîtrisé d'après moi. Donc j'ai pas aimé vraiment tout ce début-là, en début du générique qui est très drôle. Tout le début, après la scène d'action, pour moi, c'était un petit peu comme mal fait. Vraiment mal fait et maladroit. Scène du lézard, le lézard, mal fait pour Amazing Spider-Man. Scène de fin, vraiment trop longue. Donc, si je prends en compte que la scène de fin de Amazing Spider-Man est vraiment trop longue, et que je me retourne vers Deadpool pour voir s'il y a des longueurs. Dans Deadpool, il n'y a pas vraiment de longueur parce que c'est un film qui fonctionne beaucoup avec le côté humoristique. Donc,
il y a beaucoup, comment dire, le rythme est très très rapide quand même dans ce film-là. Donc ça n'occasionne pas de longueur. Il n'y a pas vraiment de longueur, même la scène de combat à la fin n'est pas longue puisqu'elle est entrecoupée quand même de dialogues et d'éléments de surprise. Donc je mettrai un point sur la réalisation et la photographie à cause de ça, principalement, de ce que je viens d'expliquer pour la scène finale de The Amazing Spider-Man à Deadpool. Donc un point pour Deadpool là-dessus. Good. Qualité du scénario, choix des acteurs et pertinence du jeu. Alors là, on est vraiment dans du compliqué parce que les deux sont réussis quand même, mais à leur manière. C'est complètement différent. The Amazing Spider-Man, quand tu le vois, quand tu le regardes au départ, et que tu es un petit peu fan de cinéma, tu te dis ok, premier a priori que tout le monde a eu, pourquoi faire un reboot 10 ans après? C'est sûr, ça va être mauvais. Surtout que le premier avec Tobey Maguire quand même, le 2 était un peu moins bon, le 3 était excessivement mauvais, hein, dans les Spider-Man, je parle, ceux à la base. Le premier avec Tobey Maguire était quand même très bien fait, il faut dire ce qui est. L'histoire était prenante, c'était intéressant, c'était bien joué, c'était drôle à la fois, un petit peu triste de temps en temps, surtout avec le fameux Oncle Ben. Hein. Et donc il y avait quand même un rythme et une manière de faire qui était bien. Tobey Maguire était campé superbement bien le rôle de Spider-Man. Donc, on se disait, ok, The Amazing Spider-Man, en plus, ils choisissent Andrew Garfield à la place de Tobey Maguire. Les attentes sont moindres, hein, ça c'est clair que les gens détestaient le film avant de l'avoir vu. Moi, j'ai regardé le film, comme tout le monde, je le détestais avant de l'avoir vu aussi, parce que je me disais la même chose que tout le monde, finalement. Et quand j'ai vu le film, j'ai été vraiment surpris. C'est un reboot qui est très très réussi, d'où la difficulté. De choisir entre les deux films. The Amazing Spider-Man, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que, en fait, Andrew Garfield, il n'a absolument pas copié Tobey Maguire, il a fait son Spider-Man à lui, qui est un Spider-Man qui est très troll quelque part, un petit peu, hein, très annoying, très, surtout dans les premières scènes du film, quand tu vois le film au départ, là, il est très très arrogant, tu sais, quelque part. Et Gwen Stacy, qui est jouée par Emma Stone, également. Donc c'est intéressant, l'alchimie qu'il peut y avoir entre ces deux personnages-là qui rentrent dans une histoire d'amour que tu dirais un petit peu cliché et qui finalement ne l'est pas par l'entremise de ces dialogues qui sont quand même très intéressants. Aussi, ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais, la vidéo précédente que j'avais faite, Batman Begins et Man of Steel. C'est qu'on ne voit pas le personnage de Spider-Man, il me semble, avant 50 minutes. Donc encore une fois, on est dans le même principe de film où on a la mythologie du personnage, comment il est créé, avant finalement qu'il soit Spider-Man. Et Spider-Man a été un petit peu modifié, parce que là, c'est un gars qui est un peu plus scientifique, il n'est pas journaliste, ce qu'il est normalement, mais là, ils l'ont mis un peu plus scientifique. Donc c'est intéressant de voir comment il bricole tous ces trucs, comment il comprend ce qui lui arrive, comment est-ce qu'il voit ce qu'il doit faire. Le personnage aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans Batman Begins avec les parents de Batman, si tu as vu la vidéo précédente. Personnage de Oncle Ben et de la tante, je ne sais plus, c'est Molly, je pense qu'elle s'appelle, je ne me souviens plus, je ne veux pas dire de bêtises, sont intéressants parce qu'ils sont aussi plus travaillés que dans le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, même s'il y avait quand même une présence de Oncle Ben, mais là ils sont plus travaillés avec Martin Sheen. Il y a un aspect très humoristique entre des personnes d'un certain âge et un adolescent, donc c'était cool à voir, c'était travaillé, et le personnage de Martin Sheen a une véritable psychologie, il essaye quand même de faire du mieux qu'il peut pour cet ado-là, donc il y a un travail qui fait que quand le personnage meurt, puisque fatalement il meurt, hein, c'est comme ça dans la BD, c'était intéressant de voir la réaction finalement de Peter Parker. Et encore une fois aussi, on ne reprend pas, c'est ça qu'on s'attendait, on se disait ok, on a déjà vu l'histoire avec voyons, Osborn, etc. et le Green Goblin, je ne sais plus comment il s'appelle en français, le bouffon vert, je pense, je ne sais plus. Donc on se disait, ok, on va revoir encore la même histoire, c'est un petit peu lourd, mais en fait non, on voit que c'est Norman, je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas dans la compagnie Oscorp, qui est là. Et finalement, on part tout de suite avec le scientifique qui devient l'homme lézard et l'autre qui est en arrière finalement, qui serait malade et qu'on essaye de trouver un remède pour qu'il ne meure pas. On ne le voit jamais. Donc
on s'entend qu'on va éventuellement le voir dans la suite. C'est ce à quoi on s'attend en tant que spectateur, sachant pas à l'époque qu'il allait avoir une suite, hein, naturellement. Mais on le voit pas. Donc c'est intéressant aussi qu'on reprend finalement le premier film, l'adaptation d'une BD, mais d'une manière quand même différente et très réussie. Donc là-dessus, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. C'est sûr que c'est un film qui s'annonce aussi à tout public. Donc il y a des petites blagues, il y a des petits, voilà, comme ça, comme je disais, des lignes de dialogue qui sont bien maîtrisées, mais qui restent quand même pour tout public. Ce qui n'est pas le cas pour Deadpool. On va rebondir sur Deadpool. Deadpool, lui, est un film qui est plus pour adultes, clairement, qui est monté de manière complètement différente. L'originalité de ce film-là, c'est que quand je l'ai vu au début, j'étais comme, je me suis dit, ok, ça y est, on recommence, c'est un petit peu pareil. On a le super-héros, qui n'est pas vraiment un super-héros, mais plus ou moins, Deadpool. Si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle. Et puis là, on voit dans une scène d'action, et puis on va avoir un flashback, puis on va revenir avec la scène d'action à la fin du film, ça va se terminer comme ça, très cliché. C'est ça que je pensais au début, mais finalement, pas du tout. Ça commence cliché, mais ça continue de manière plus originale, parce que on va vraiment, comme une balle de ping-pong, on rebondit. On est dans la scène d'action, on part dans un flashback, on revient dans la scène d'action, on repart dans le flashback, on revient dans la scène d'action. Donc c'est vraiment intéressant cette manière de faire là. Et en dépit de ce que je disais tout à l'heure dans le premier segment, qu'il y a un rythme qui est quand même très très soutenu, surtout avec l'humour, en dépit de ce rythme de flashback, de retour à la réalité, on a quand même une continuité narrative qui se tient comme il faut. Ce film-là aussi est très bien écrit au niveau de tout ce qui est, référence, et énormément de références d'humour dans ce film-là, très très large au niveau des références. Donc, donner un point à un de ces deux films-là au niveau de la qualité du scénario, choix des acteurs et pertinence du jeu, comme je l'ai dit, Andrew Garfield, il n'y a pas de souci. Et Ryan Reynolds, c'était son projet, il voulait absolument le faire, et il voulait le faire de cette manière-là. C'est sûr qu'il le joue bien, il ne peut pas ne pas mal le jouer, et tout le monde joue bien dans Deadpool, aussi bien que dans The Amazing Spider-Man. Il n'y a pas d'acteur qui joue mal, clairement pas. Donc, mettre à point l'un ou à l'autre serait peut-être un petit peu difficile. Peut-être encore une fois que je mettrais un point à Deadpool à cause de la scène de fin dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi était bien trop longue. Vraiment trop longue. J'ai aimé j'ai dit Deadpool, Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Scène de fin avec le lézard bien trop longue. Donc je mettrais un point à Deadpool. Je suis perdu dans ce que je dis un petit peu. Amazing Spider-Man, je terminais très rapidement, mais il y a quand même un aspect que j'avais aimé, la première attaque dans le métro, où lui en fait est une victime ne connaissant pas ses pouvoirs et il devient l'assaillant malgré lui. J'avais beaucoup aimé cette scène-là, c'était super drôle. Ça me rappelait un film canadien d'horreur, donc je me souviens plus le nom. C'était deux prénoms le film, mais je m'en souviens plus. C'était super cool, c'était des gars qui étaient dans la forêt et en fait t'avais des jeunes qui venaient un petit peu dans un camp de vacances comme d'habitude, des moniteurs avant les enfants, ils font la fête, etc. Et ils croient que les gars à côté sont des tueurs en série, et en fait pas du tout, c'est des gars qui sont super gentils et ils comprennent pas pourquoi les jeunes viennent se suicider sur leur terrain. En fait, il y a juste des accidents les uns après les autres, et la manière dont les accidents sont montrés, on a l'impression, pour les autres jeunes, ils ont l'impression que ces deux gars-là sont les auteurs de tous ces meurtres-là. J'avais trouvé ça cool comme film. Ça me rappelait ce film-là, cette scène-là, un petit peu, d'être la victime et d'être, du coup, en tant que victime, l'assaillant malgré lui. Donc, pour finir, vite fait, je ne veux pas faire une vidéo qui dure 45 minutes, encore une fois. Qualité du scénario, choix des acteurs, je mettrais un point à Deadpool à cause de la scène de fin encore dans The Amazing Spider-Man. Même si Amazing Spider-Man est très réussi. Costume décor, hein, ça va être bien compliqué au niveau des costumes. On s'entend que bon, à savoir quand même, petite anecdote pour toi, que Deadpool, à la base, son masque, c'est le masque de Spider-Man inversé. Dans la BD, c'est comme ça. Ils l'ont pas fait dans le film parce qu'il n'y avait pas les droits. Je trouvais ça drôle. Mais Deadpool est quand même très très arrogant et très troll comme personnage. Il faut dire ce qui est assez intéressant comme personnage. Donc ouais, c'est ça, costume. Je mettrais peut-être un point à Deadpool, encore une fois, à cause du lézard, parce que je le trouvais très très mal fait. Mais d'un autre côté, je te dirais que les effets spéciaux, comme je le disais tout à l'heure, au début de Deadpool, sont tellement mal faits aussi qu'on voit que Deadpool est carrément un personnage de jeu vidéo. C'est plus Ryan Reynolds, quoi. C'est un gars qui est fait complètement en CGI. Donc ça, encore une fois, c'est très très maladroit, c'est pas super bien fait.
Puis bon, après les décors, il n'y a pas vraiment de décors. On s'entend, tout est en CGI, tout est fait en effets spéciaux en arrière. Donc des décors, est-ce que je peux avoir des décors? Il n'y a pas de décors. Il n'y a pas de décors dans ces films-là. Peut-être le bar dans Deadpool, le Sisters Margaret. Dans Deadpool, il y a un bar qui, je trouvais ça cool, un petit peu comment c'était fait. Mais non, en dehors de ça, je mettrais peut-être aucun point. Ah, aucun des deux. Je vois pas de pertinence au niveau des décors ou des costumes. Je terminerai donc avec l'intérêt général. Alors au niveau de l'intérêt général, je vais te le dire clairement, je mettrai un point à The Amazing Spider-Man. Vraiment. Parce que en dépit de ce que j'ai pu répéter 20 fois dans la vidéo, de cette scène finale qui est un petit peu trop longue, la continuité narrative de The Amazing Spider-Man, j'avais trouvé ça quand même très bien fait et très surprenant pour ce qui est d'un reboot qui a à peine quand même 10 ans, il faut le rappeler. Donc ça, c'est un point très positif dans le film. Je trouvais le scénario quand même très travaillé. C'est un exercice très difficile de faire le reboot d'un film dont tout le monde se souvient et que tout le monde montre du doigt avant que le film soit sorti, en disant que de toute façon ce film-là va être mauvais. Donc c'est sûr qu'on t'attend au tournant. Il y a intérêt à ce que le scénario il tienne la route. Et finalement, le scénario il tient super bien la route. Les acteurs jouent superbement bien. Les lignes de dialogue sont bien écrites. Il n'y a pas de longueur, à part la scène finale, il n'y a pas de longueur. C'est bien construit, c'est bien échafaudé au niveau de l'intrigue. J'aime bien aussi l'idée des parents, c'est un peu laissé en suspens. On imagine que dans la suite, encore une fois à l'époque on ne savait pas qu'il allait y avoir une suite, on va traiter du sujet. Le rapport entre Peter Parker, ceux qui sont à l'école, Gwen Stacy, donc Emma Stone, le père de Gwen Stacy qui est le policier, Oncle Ben, etc. Ce sont des choses qui sont très bien écrites, très bien faites. J'ai beaucoup aimé. Donc il y a vraiment une continuité narrative, un film qu'on peut voir et qui est vraiment l'élaboration d'un personnage en tant que tel. C'est sûr que ça reprend peut-être un petit peu plus le côté mythologie du personnage qui évolue. Ce qui n'est pas le cas dans Deadpool, parce que quand on commence Deadpool, c'est tout de suite Deadpool. Et puis finalement, effectivement, à travers les flashbacks, on va avoir cette mythologie de personnage qui va être créée. Mais Deadpool, quelque part, comment dire, c'est un mercenaire déjà, Wade Wilson, il a un petit peu déjà cette mentalité de Deadpool. Il sera Deadpool tout le long, c'est le gars qui est depuis le début. Au niveau de la rythmique, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus dur à regarder. C'est pour ça que je dirais qu'au niveau de l'intérêt général, je mettrais Amazing Spider-Man. Bien que ce soit original et que ce soit bien fait, c'est pas la question. Mais beaucoup d'humour comme ça, beaucoup de choses, beaucoup de rythme. Il brise le quatrième mur, il met de la voix off à un moment donné. On fait beaucoup de flashbacks. Donc c'est sûr qu'on revient à ce qu'on disait. C'est sûr qu'à un moment donné, au niveau de l'immersion du spectateur, ça peut être un petit peu, comment dire, en anglais on dirait overwhelming, ça peut être un petit peu comme beaucoup de matériel que tu dois assimiler en tant que spectateur d'un coup. Et peut-être que ça te perd un peu, quelque part. C'est ça que je pense. C'est mon opinion, c'est certain, c'est juste mon opinion, parce que la technique est quand même très très réussie, il faut dire ce qui est. À part les effets spéciaux du début du film, encore une fois. Mais la technique est quand même très très réussie. Donc ça reste mon opinion. Je pense qu'il y a un contenu peut-être un petit peu lourd. Il y aurait pu, le réalisateur ou même les scénaristes plutôt, alléger un petit peu ce contenu-là. Et ça aurait été sûrement mieux. C'est ce que je pense. Donc je mettrai un point à The Amazing Spider-Man pour l'intérêt général. Donc on y va pour le bilan, fin de la vidéo qui dure 3 milliards d'années. Premier, réalisation photographie, j'avais donné un point à Deadpool. Ensuite, c'était qualité du scénario, choix des acteurs, pertinence du jeu, j'avais donné un point à Deadpool. Donc on est à 2 points pour Deadpool. Au niveau des costumes, décors, 0 point à personne. Et intérêt général, 1 point à Amazing Spider-Man. Ça nous donne donc 2 points pour Deadpool, 1 point pour Amazing Spider-Man. C'est donc Deadpool qui gagne ce battle, qui encore une fois est basé un peu sur mon opinion personnelle, c'est comme ça, mais peut-être que, je sais pas, en tout cas, c'est le genre de vidéo. Donc Deadpool passe au battle suivant, et on n'en parlera plus de The Amazing Spider-Man, c'est terminé, qui est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. Et ça termine la vidéo que je voulais faire sur ce battle-là. Voilà. Donc après... très maladroit et très étonnant. Donc après, voilà,
T'attendras le prochain battle pour savoir la suite. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, honnêtement. À chaque fois, il faut que je revoie les films parce que je m'en souviens vaguement. Mais je veux m'en souvenir en détail pour pouvoir traiter le sujet de la meilleure manière possible. Et c'est sûr qu'en arrière, je fais beaucoup de recherches aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ce film-là, etc. Il pourrait avoir un sujet qui est quand même plus complet. Donc, pour le reste, comme d'habitude, tu peux laisser. Ça finit de manière un peu bizarre, hein. Pas comme d'habitude. Mais là, comme d'habitude, tu peux laisser des questions, des suggestions dans les commentaires, ou même ton idée sur ces deux films-là. Pourquoi pas. De laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bye. Je ferai pas la musique, je suis pas aussi bon que lui.